On nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Amandine a grandi avec des parents ouverts à l'ésotérisme et convaincus de l'existence d'un monde invisible. Ça tombe bien, car elle ressent des présences autour d'elle depuis toujours. Mais après avoir vu un certain film d'horreur bien trop jeune, elle prend peur et rejette tout ce qui tente de communiquer avec elle. Ce n'est qu'en rencontrant les bonnes personnes sur son chemin qu'elle parvient à surmonter cette peur et à trouver la paix. Cette histoire s'intitule « J'ai un message pour vous ». Je m'appelle Amandine, j'ai 38 ans et aujourd'hui je suis organisatrice de voyage en France et en Europe, principalement en autocar. J'ai grandi dans le nord de la France, près de Béthune, dans une cité minière. Donc ma maman, elle tire les cartes de temps en temps. Elle voit des choses qui vont se passer, alors pas toujours, mais en général ça se réalise. Et mon papa, en fait, lui, il était ingénieur dans une boîte de mécanique et voilà, il était passionné de tout ce qui était occulte, paranormal, étrange, films d'horreur. Et j'ai beaucoup regardé de films d'horreur avec lui, beaucoup de Tim Burton, beaucoup du Beetlejuice, la famille Addams. Enfin voilà, tout ce milieu-là, c'est vraiment quelque chose un peu creepy que j'adore. J'ai été éduquée comme ça. Donc, c'est-à-dire que j'ai toujours eu, en fait, un rapport à la mort qui est différent de tout le monde. C'est-à-dire que j'ai jamais vu la mort comme une fin en soi. Et j'ai toujours dissocié, et ça depuis petite, en fait, le corps et l'esprit. C'est mes deux parents qui m'ont élevée jusqu'à mes 3 ans. Et en fait, mon grand-père, quand j'ai eu 3 ans, a pris la relève. Je vivais avec lui et je vivais aussi chez mes parents, c'est-à-dire que le soir, je dormais chez mes parents. C'était vraiment mon papa de cœur, en fait, même si j'avais mon papa à la maison. Et j'ai construit, du coup, une relation très forte avec lui quand il est parti, quand j'ai eu 14 ans. Ça a été très, très dur parce que j'avais 14 ans et que j'avais l'impression de perdre une famille complète dans un seul homme. Je pense que ça a été un deuil des plus importants. Mais voilà, je me suis toujours dit, il y a quelque chose à côté. À cette époque-là, je savais pas trop ce que c'était, mais je savais que c'était pas fini. J'avais tellement un lien fort avec lui que je le sentais toujours près de moi, en fait. Et un jour, j'avais 7 ans et j'ai regardé un film que j'aurais pas dû regarder, c'est L'Exorciste. Parce que je l'ai regardé le nez collé à l'écran. Et en fait, il y a des images qu'une enfant de 7 ans doit pas voir, parce que j'ai regardé ça quand mes parents étaient pas là. Et je suis restée traumatisée. Il s'est passé quelque chose. Quand j'ai regardé ce film, je l'ai vu qu'une fois dans ma vie, mais j'ai eu un vrai traumatisme, en fait. Donc, c'est-à-dire que l'image de cette petite fille, la voix, je l'entends encore, je la vois, enfin voilà, je la visualise. C'est quelque chose qui est resté au fond de moi, qui fait que, en fait, quand j'ai commencé à avoir des perceptions médiumniques un peu plus tard, j'associais ces perceptions-là à l'image de cette fille. J'ai pas bien dormi pendant des années, parce que j'étais hyper stressée, ça me faisait flipper. Des fois, je revoyais la scène où elle est au fond de son lit en train de se grignoter les doigts et de rire. Et t'as les effets spéciaux, ils sont d'époque, mais par rapport à ce que tu vois aujourd'hui. Mais en fait, moi, ça me fait plus flipper ça. La qualité du film, les bruits, les craquements, et puis tout. Après, quand t'étudies le truc, tu te rends compte qu'il y a tout ce truc autour du film où il y a eu des morts, etc. Et je suis restée avec ça, donc tout ce qui était en rapport avec les exorcismes, même encore maintenant, j'aime pas trop regarder ça. Et en fait, pendant longtemps,
ans, j'étais une vraie flippette, quoi. Je sentais toujours quelque chose et je savais au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui était proche de moi. Je sais pas expliquer ce que c'est, mais je ressentais des choses et je me suis rendu compte en grandissant que les autres n'avaient pas ça. Du coup, cette sensation d'avoir quelque chose derrière moi, à côté de moi, des bruits ou des choses que je pouvais entendre, j'ai visualisé la fille de l'exorciste en fait. Parce que je ne savais pas ce que je ressentais à l'époque. Je savais pas que c'était de la médiumnité, je savais pas que c'était du contact défunt. Je m'en suis rendu compte parce que je me suis toujours sentie un peu à l'écart. Ça a été très dur la période de l'adolescence et même mes premiers pas en tant que jeune femme en fait. Je me suis toujours sentie un peu en décalage. J'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer. J'ai eu beaucoup de mal à me faire des copines parce que j'étais un peu la bizarre. Pourtant, j'avais pas le look gothique, j'avais pas de look un peu foufou, mais je sentais que j'étais un peu à part. J'en ai beaucoup souffert. C'était assez difficile. En plus, mes parents m'ont mis pareil, c'est sans jugement, hein, dans une école un peu catho, un peu réputée dans mon coin. Et ouais, là, tu peux pas aborder ces sujets-là dans ce genre d'établissement. Enfin, du moins à mon époque. Ouais, je sentais que c'était dur. La connexion se faisait pas forcément avec les autres et c'était puis en plus à l'adolescence, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des sujets que tu peux pas toujours aborder sans être jugé. Je crois que le jugement, c'est quand même assez difficile, même encore aujourd'hui, quand je dis, bah voilà, je suis médium, j'accompagne des personnes endeuillées, donc que ce soit des familles, des personnes qui ont perdu leurs parents, des parents qui ont perdu leurs enfants. Je le fais bénévolement, mais voilà, j'ai du mal à dire bon voilà, je suis médium. Je dis toujours j'ai une petite particularité, je fais du contact défunt, je peux vous accompagner. Il y avait des choses que je savais, c'est ça que j'ai vraiment beaucoup de mal à expliquer. Il y a des choses que je savais au fond de moi qui se réalisaient, un peu comme ce que ressentait ma mère. Mais bon, comme on était vachement en conflit, mère, fille, adolescence, je me sentais pas d'en parler ni à ma famille qui aurait pu juger, ni à mes amis qui auraient pu juger aussi. Je voulais pas qu'on me dise bah, ça n'arrive qu'à Amandine. Donc c'est un peu plus tard que c'est arrivé. Donc mon grand-père est décédé quand j'avais 14 ans. C'est ce que j'expliquais, c'était très dur. Et mon deuxième grand-père, dont j'étais pas proche du tout, qui connaissait ce grand-père-là, voilà, parce qu'ils ont fait de la boxe ensemble, décède aussi 9 mois plus tard. J'étais vraiment encore endeuillée de mon grand-père qui m'a élevée. C'était très dur. Et je pensais à lui tout le temps. Et je lui disais, fais-moi des signes. J'ai besoin de savoir, est-ce que je suis pas folle? Parce que c'est vrai qu'on se pose forcément la question quand on est médium. Je me couche et je sais que je devais aller à l'enterrement le lendemain et donc me lever plus tôt parce que voilà, il fallait être avec la famille. Et en fait, je m'endors et je savais que mes parents allaient me réveiller tôt. Et j'entends, dans la nuit, mon grand-père frappait aux portes comme ça. Mon grand-père qui m'a élevée frappait aux portes comme ça. Et donc je me dis, bah, c'est mon père qui vient me réveiller. J'arrive! En bonne adolescente, ingrate, j'arrive! Et je me suis rendormie. Et j'ai réentendu. Et là, j'étais hyper énervée. Je sors j'ouvre la porte, je dis, c'est bon, je suis réveillée! Et là, je vois qu'il fait nuit. Je vais dans la chambre de mes parents, qui est juste à côté, et je vois que mes parents dorment. Je rentre dans ma chambre, et il était genre 3h du mat'. Et je me dis, mais je l'ai entendu, j'étais pas vraiment endormie, je l'ai entendu. Et tu vois, rien que d'en reparler, j'ai des frissons. Et je me dis, c'est quand même dingue, parce que ça a été les premiers signes, en fait. C'est ce genre de choses que j'ai commencé à entendre, à comprendre, à voir. Voilà. Après, il se passe plus grand-chose parce que c'est la peur qui m'envahit. Et je pense que maintenant que je connais, que je maîtrise un peu mieux le sujet, je sais qu'en fait, quand on ferme une porte, qu'on laisse pas accès à ça, il n'y a pas de forcing en fait. Ça respecte, je vais dire ça, mais ça respecte un peu les choses et ça respecte aussi la volonté de pas ouvrir cette porte et de rentrer là-dedans. J'arrive à 27 ans, je suis au boulot. J'ai un appel. Sur mon téléphone, je décroche, on me dit bonjour Amandine, je suis le collègue de ton père. Ton père a fait un petit malaise. Il faut que tu viennes tout de suite à l'entreprise le voir. Je ne sais pas pourquoi, à cet instant-là, je savais que mon père était mort.
J'appelle ma copine de l'époque, je lui laisse un message sur son répondeur et je lui dis Anne, je sais que mon père est décédé. Je vais à l'entreprise, on m'a juste dit qu'il avait fait un malaise, mais je sais au fond de moi qu'il est décédé. Et en fait, je suis arrivée, et ouais, c'est les pompiers qui m'ont accueillie. Je suis rentrée dans son bureau, j'ai pas eu le droit de le voir tout de suite, et d'ailleurs, à ce moment-là, rien ne disait qu'il était parti, en fait. Je voyais juste la tête des pompiers qui baissaient la tête en me croisant. Et j'arrive dans son bureau, et je vois là, comme si la scène de son décès venait de se passer devant moi, parce que je voyais des feuilles un peu volées, je voyais de la dispute, j'entendais du bruit, donc en fait il s'est disputé avec son patron et il a fait un arrêt cardiaque suite à cette dispute. C'est pas exactement comme si j'avais revu la scène, mais c'est vraiment, je sentais de la violence, je sentais de la colère, je sentais voilà, j'ai pas vu la scène de 2 personnes en train de se disputer, et je sens la souffrance, en fait, de mon père. Je sens comme un impact, là, sur ma poitrine, et je sais, au fond de moi, ce qu'il a ressenti. C'était une des premières fois où c'était aussi fort, parce que le lien avec mon père sur l'occulte, sur la mort, il savait un peu mon rapport à la mort aussi, il savait que je voyais les choses différemment. On a beaucoup voyagé, donc on a aussi rencontré d'autres cultures, on a vu comment ça fonctionnait ailleurs, les rites égyptiens, indiens, etc. Donc je suis pas étonnée qu'il m'ait fait passer ce message-là s'il pouvait le faire à ce moment-là. Le temps m'a paru infiniment long, parce que je voulais qu'on me le dise. Je voulais qu'on me dise vite, voilà. Le médecin est arrivé, m'a dit « Madame, vous étiez sa fille ». Voilà, bon, vous avez répondu à ma question. Et il me dit « Est-ce que vous voulez le voir ?» J'ai dit « Oui ». Et donc je rentre dans le bureau dans lequel il est décédé, parce qu'en fait la dispute a eu lieu dans un bureau et il est décédé dans un autre bureau, en fait. Il est tombé dans un autre bureau. Il avait un drap sur lui et les médecins l'ont soulevé. Et en fait, au lieu d'avoir ce choc de me dire « Waouh, c'est mon père », j'entends à côté de moi « Mais qu'est-ce que je suis blanc !» Et c'est tout à fait lui, en fait, c'est tout à fait lui. Et j'ai dissocié tout de suite. Je me suis dit « Waouh, mais qu'est-ce qui se passe ?» J'étais un peu bouche bée, j'ai pas pleuré, parce qu'il y a eu ça, en fait. Pour moi, c'était le cadavre de mon père, c'était pas mon père, en fait, c'était son cadavre. C'était sa voix, j'entendais tout, je l'entendais, je le sentais à côté de moi. Et tout de suite, j'ai entendu ça et je me suis dit, mais d'accord, j'ai compris, je sais. Je sais que maintenant, tout va être différent. Et tout a commencé à s'enchaîner. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai dû apprendre du coup le décès à ma mère, parce que je suis enfant unique. Donc s'en est suivi la période de deuil et de préparation des funérailles. Entre-temps, je devais récupérer des documents à lui, parce que qui dit accident de travail dit procédure judiciaire par la suite, et ça a coûté 7 à 8 années de ma vie. C'était très long, mais voilà. Ça s'est fini que on a eu gain de cause pour les assurances vie, et on a eu gain de cause pour faute inexcusable de l'employeur. Parce qu'en fait, en gros, la CPAM, dans un premier temps, n'a pas reconnu mon père comme étant décédé dans un accident de travail. Parce qu'il avait eu des problèmes cardiaques avant, et que du coup, c'est une conséquence de maladie, à part qu'en fait, non, c'est un épisode de stress intense qui a provoqué l'arrêt cardiaque. Ça a été très compliqué de gérer ça, en plus du deuil, plus le deuil de ma mère qui n'arrivait pas à gérer non plus ses émotions, et pour qui c'était très compliqué de se retrouver seule. On a dû donc préparer l'enterrement pendant les funérailles, et on était avec l'entreprise de pompes funèbres qui ouvre une sorte d'armoire avec à l'intérieur plusieurs tissus, et qui m'explique qu'il va falloir choisir la tapisserie intérieure du cercueil. Et elle me dit c'est la partie la plus difficile. Et en fait, mon père qui était très très râleur, je l'entends me dire dans l'oreille, je te préviens que si tu mets le tissu lilas avec les petites lavandes et tout ça dessus, tu vas entendre parler de moi. Et du coup, j'ai eu un fou rire j'ai eu un fou rire parce que je l'entendais vraiment nettement. Et ma mère a compris. Elle l'a dit, mais c'est sûr, c'est lui. Tu l'entends, tu le captes. Et en fait, je pense qu'elle était tellement perdue à ce moment-là et désemparée que elle m'a écoutée. Sur le coup, je me suis dit, bon, elle m'écoute en me disant, ouais, c'est bien. Mais finalement, je pense qu'elle sait aujourd'hui que, voilà, c'était vrai.
Quand j'ai dû l'expliquer, ces facultés-là aussi au reste de ma famille, donc c'est-à-dire ma tante, ma marraine, c'est un peu comme faire un coming out en gros, puis leur dire voilà, il faut que je vous explique quelque chose, je vis ça depuis des années. J'ai eu des perceptions aussi quand j'étais petite, et une de mes tantes, ma tante, du coup ma grand-tante, m'a confirmé qu'en fait elle était pas étonnée. Elle qui est très cartésienne et terre à terre, j'ai eu très très peur de lui dire. Et elle m'a dit non mais je suis pas étonnée en fait. Te connaissant, j'ai vu des choses petites et voilà, ça m'étonne pas. Je pense que le fait de lui dire à elle, c'est la chose qui m'a le plus soulagée. C'est dans l'acceptation, c'était un pas énorme. J'ai encore du mal aujourd'hui à le dire parce que je sens le jugement des gens. Et c'est encore un travail à faire. Mais je tiens bon, je m'accepte et je m'assume comme telle. Mais c'est vrai que voilà, il y a toujours un jugement et ça surprend un peu les gens sans trop les surprendre en soi. Mais ça les surprend quand même parce qu'ils se disent ouais, ça arrive qu'à elle, quoi. Quand j'avais 33 ans, j'étais enceinte et j'ai accouché au mois d'août d'une petite Iris, une petite fille. J'ai eu un postpartum qui a été très très compliqué. Très très compliqué. J'ai eu beaucoup de mal à vivre cette période-là. Dans mes émotions, c'était dur, le changement du corps, voilà, où je suis, est-ce que j'ai fait le bon choix. Et ma tante me dit, écoute, j'ai rencontré une dame qui fait de la sophrologie et de l'hypnose, je pense que ça pourrait t'intéresser et ça te fera du bien. Donc on était en période de Covid et en visio, en fait, je lui explique. Elle me dit, bah alors vous venez me voir pour un postpartum. Oui, mais en fait je voudrais vous parler d'autre chose. Voilà, je pense que je suis médium. En tout cas, je me cachais derrière ça. Je disais, je pense, mais je suis pas sûre. Je vis des choses bizarres, je ressens des choses bizarres. Voilà, mais en fait, à chaque fois que j'ai un sentiment, une présence qui s'approche de moi, que j'ai un contact, je visualise tout de suite la fille de l'exorciste et ça me met dans des états de panique et de stress et ça me coupe de ma médiumnité. Et elle m'a fait une séance d'hypnose qui a complètement fonctionné pour le coup. Et elle m'a retiré, un peu comme si elle m'avait retiré l'image de la fille de l'exorciste. Donc c'est-à-dire que maintenant, si j'essaye d'y penser, je la vois plus. Des fois, ça revient, mais je sais que c'est genre une création de mon imaginaire. C'est pas un vrai contact comme je les visualise moi. Donc du coup, plus de stress, moins de flip, et puis j'appelle Tata. Je dis Tata, faut que je te parle de quelque chose. Oui, ça a été ta séance. Il faut que je te dise quelque chose. Et j'arrivais pas à lui dire. Je me souviens que j'étais en sueur et je lui ai dit, écoute, voilà, faut que je te parle de quelque chose. Je suis médium. Je dis, c'est dur à dire, mais en fait, je vois pas l'avenir. Je vois pas ce qui se passe sur les gens. Je vois pas tout ça. Mais par contre, je fais du contact défunt. Je ressens les gens décédés qui me passent des informations pour les gens qui sont en face de moi. Et je leur dis. Et j'ai besoin de le dire. Ça a été important parce que du coup, j'ai pu expliquer plusieurs choses. Et du coup, je lui ai parlé aussi de plusieurs anecdotes qui se sont passées à ce moment-là, au moment du deuil. Donc après les funérailles, avec mon père, on était fan des Beatles. Et donc je ne sais pas pourquoi j'entendais toujours les Beatles. Genre, tu sais, t'allumes ta voiture, t'entends les Beatles. Et ouais, j'entendais partout où j'allais. J'allais dans un restaurant, j'entendais les Beatles. Je soulevais une tasse, il y avait un petit cœur en dessous fait avec une goutte d'eau. Je sais aujourd'hui, en accompagnant des personnes endeuillées, qu'en fait, on a tendance, nous, à rationaliser les choses, c'est-à-dire qu'on voit des signes partout, même là où il y en a pas. Ça, faut aussi se le dire. Mais ça réconforte un peu dans la période de deuil. Et ça, c'est important aussi de le souligner. Peu de temps après le décès de mon père, en fait, je suis partie. Mes copines m'ont emmenée en bringue, en week-end, au Touquet. On s'est dit, allez, on va se faire un week-end entre filles, ça va te changer les idées, ça va faire du bien. Et on a fait une soirée arrosée, mais vraiment arrosée. Et j'ai pas trop l'habitude de boire d'alcool. Et dès que je buvais de l'alcool, en fait, tous mes ressentis étaient décuplés. Donc il y a eu une soirée où on était au Touquet, je me souviendrai toujours. Je suis sortie avec mes copines dans un bar. Moi, j'étais un peu
un peu sous. Et en fait, il y avait une nénette qui était là, donc parisienne. Alors désolée, je fais pas de clichés, mais très joyeuse, très sûre d'elle, très et en fait un peu trop sûre d'elle et un peu provocante. Et je me souviens l'avoir regardée et je lui ai dit en toute spontanéité, attends, tu parles comme ça, mais moi je suis pas sûre que ta grand-mère Monique elle soit contente que tu prennes autant de cocaïne. Et là, je pense qu'il y a eu un gros bug. Elle s'est retournée, elle m'a regardée en me disant mais t'es qui? On se connaît pas. Et elle m'a suivie toute la soirée. Ça a marqué mes copines. Pour le coup, elle m'a suivie toute la soirée. On l'a recroisée le lendemain. Elle disait mais comment tu me sors ça? Pourquoi tu me sors ça? Je lui ai expliqué sans trop lui expliquer. C'était il y a quelques années, donc du coup, je me souviens plus trop. En plus, j'étais saoule, donc voilà, c'était pas évident. Un peu plus tard dans la soirée, je croise une autre nénette qui était assise par terre, elle avait rien demandé à personne, il était 3h du mat et je vais la voir et je lui dis écoute, je sais que tu t'es disputé avec ta maman, on me dit de te le dire mais je sais pas pourquoi, mais je sais que tu t'es disputé avec ta maman, mais là il faut que tu l'appelles parce qu'elle est pas bien du tout, elle est en train de pleurer, elle se demande ce qui se passe, pourquoi vous êtes disputés comme ça, et elle le vit très très mal et toi aussi tu le vis très mal, donc appelle-la, c'est important que tu le fasses. Et là, cette fille a couru après mes copines en disant mais c'est qui cette fille? Je la connais pas, pourquoi elle sort des éléments de ma vie comme ça? Oui, je me suis engueulée avec ma mère, mais qu'il est 3h du mat, je vais pas l'appeler, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est là que mes copines ont compris. Je me suis dit, il faut que j'aille rencontrer une vraie médium, savoir ce que c'est. Et en fait, je suis allée voir une médium. Je lui ai donné une photo de mon père. Et elle m'a dit, mais je comprends pas pourquoi tu viens me voir, parce que tout ce que je dois te dire, tu le sais, tu l'as au fond de toi. Pas convaincue, je dis ok. J'étais pas sûre de moi du tout, en fait. Je savais ce que je vivais, mais j'avais du mal avec le fait de le vivre pleinement et de me dire, bah ok, en fait, je suis médium. Ça, c'est dur. Donc, dans le cadre de mon travail, je pars en visite au Père-Lachaise et on s'arrête devant la tombe d'Allan Kardec, qui a fait de la médiumnité un peu une science, en fait. Je m'arrête et il y avait des gens qui étaient là. Et il y avait un monsieur qui a mis sa main sur mon épaule et il m'a dit, vous, madame, vous êtes médium. Bonjour. On se connaît pas, mais ok. Voilà, c'était assez compliqué. J'ai fait aussi pareil dans le cadre de m'apaiser par rapport au deuil, parce que même si je reste médium, je reste humaine et quand on perd un proche, ça reste difficile. Et j'ai fait un soin énergétique. Et pendant le soin énergétique, Delphine, qui m'a fait ce soin, qui est une amie aujourd'hui, m'a dit mais on se connaît pas, mais je pense que tu es messagère. Tu passes des messages d'un monde à un autre. Et j'en suis persuadée. Ça s'est confirmé par la suite. Suite à ça, j'ai rencontré mon mari, qui était assez sceptique sur le sujet. Quelqu'un de très cartésien, très terre à terre. Donc lui, il a jamais eu de jugement là-dessus. Il m'a toujours dit, ouais, ces choses, enfin voilà, moi ça me fait un peu peur et je suis pas trop concernée par le sujet, mais voilà, ça m'intéresse. Et il y a eu plusieurs anecdotes qui étaient assez rigolotes, notamment un soir, on fait une soirée vachement arrosée. Donc j'avais fait des rhums arrangés, du coup c'était le moment de les goûter, donc on les a tous goûtés. Donc j'étais bien cuite. Et je lui dis, écoute, je suis pas bien, je vais me coucher parce que, comme je tiens pas l'alcool, donc 2 verres c'est suffisant. Donc je lui dis, écoute, faut que j'aille me coucher, je suis pas bien. Et en fait, il s'est couché peut-être une demi-heure après moi, il s'est mis à côté de moi dans le lit et je me suis réveillée d'un coup. Et je lui dis, c'est qui Gilbert? Mais il me dit, bah je connais pas de Gilbert moi. Je dis, si, il y a quelqu'un qui s'appelle Gilbert, qui est à côté de moi. C'est un grand monsieur, il a des cheveux noirs. Et il est là pour toi, il me dit quelque chose pour toi. Mon grand-père, c'est Gilbert. J'ai dit, bah voilà, c'est ça. Et je me suis assise sur lui et j'ai dit, bah écoute, voilà, je vais te dire exactement ce qu'il me dit. Je lui explique, je lui dis, bah voilà, il me donne des détails, il me dit que t'as une photo de lui dans son portefeuille, qu'en fait, sur cette photo, il a un costume vert, mais en fait, il est pas vert du tout. Il est gris. Et il faut que tu vérifies cette information. Et c'est vrai que quand tu regardes la photo, le costume est vert. Et il a vérifié. Après, il a appelé sa mère genre à 6h du matin pour lui demander si le costume était vert. Et non, en fait, elle lui a dit qu'il était gris. Alors, c'est des petits détails comme ça. Et je lui ai dit ce jour-là, j'ai dit, écoute, il m'a dit qu'aujourd'hui, tu avais fait un très bon choix, tu avais fait un très bon achat. Et qu'il est très content. Tu as fait le bon choix. C'est juste et c'est important que je te le dise. De sa bouche. C'était au moment de Noël. Il venait de s'acheter la dernière PlayStation. Mais en fait, l'après-midi, il avait acheté ma bague de fiançailles pour me demander en mariage 3 jours plus tard.
Je pense que là, il a plus de doute à partir de ce moment-là. Je sais qu'il a pas dormi de la nuit. Il est même descendu plusieurs fois. Il a appelé sa mère à 6h du matin en disant « faut que je vérifie des choses ». Tout était vrai, quoi. Je connaissais une dame qui était très malade. J'avais une date qui me venait en tête concernant son décès. Elle était très malade, mais il y avait quand même quelques chances pour qu'elle s'en sorte et que ça aille mieux. C'était quelqu'un avec qui j'avais déjà travaillé et je sais pas pourquoi il y avait cette date qui me venait en tête. C'était répétitif, toujours la même date, qui avait lieu 6 mois plus tard. Et je disais à mon mari, je dis écoute, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'elle va mourir à cette date-là. Je ne sais pas pourquoi, mais je te donne cette date-là, on le note quelque part, j'en suis persuadée au fond de moi. Et je reçois le faire-part de décès de cette dame et je regarde la date et elle est décédée à la date que j'avais eue. Je suis allée à l'enterrement. J'étais très perturbée parce que, en fait, c'est comme si je l'entendais à côté de moi, dans l'incompréhension. Mais pourquoi une cérémonie? Comme si elle comprenait pas sa mort, en fait. Et ouais, c'est assez vif, c'est assez fort. Et je me souviens de la difficulté pour elle de comprendre sa mort. Parce qu'elle voyait ses enfants, elle voyait son compagnon, elle comprenait que les gens lui parlaient en lui disant merci, je te promets ceci, je te promets cela, je te jure de tout faire pour ça. Et elle entendait tout ça. Elle était en détresse totale. J'essayais de répondre en disant que je suis désolée, que je peux l'accompagner, je peux l'aider, mais oui, en effet, c'est la fin et voilà qu'il y a un autre monde dont j'ai pas connaissance qui s'ouvre à elle et que tout sera géré sur Terre comme il le faut et que j'essayais de la rassurer comme je pouvais, quoi. Après, je pense très sincèrement qu'elle s'est apaisée. Quand les gens décèdent, jusqu'aux funérailles à peu près, je peux avoir des messages très facilement. Après, il y a un laps de temps qui est à peu près 9-10 mois où j'arrive pas à avoir des messages clairs et concrets, j'arrive pas à avoir de contact. Et c'est après cette période-là où ça commence à être plus fluide. Et là, je peux avoir des contacts qui peuvent durer 1 heure, 1 heure et demie en fait. Les premiers contacts défunts forts comme ceux-là que j'ai pu avoir, je les vivais plutôt mal parce que je les verbalisais pas. Donc c'est-à-dire que les messages que je recevais, je les gardais pour moi et je les passais pas aux personnes. Et quand je les passais pas, c'était hyper dur à vivre. C'est comme si ça me restait coincé sur la poitrine, comme si j'avais pas verbalisé quelque chose, que ça me restait dans la gorge et que tant que je passais pas le message à la personne qui devait le recevoir, en fait ça allait me rendre malade. Avec des angoisses, des anxiétés, du stress, un mal-être permanent. Et je me suis rendu compte que plus je passais les messages, plus je me libérais de ça. Mais pour passer les messages, il fallait que je me libère du jugement des autres. Et ça, c'était très, très dur. Un jour, je suis allée... on était dans un magasin, c'était les soldes. Donc blindé de monde, un magasin pour hommes. Et mon mari me regarde et me dit « Toi, t'as un message ?» J'ai dit « Oui ». Je regarde et je dis « C'est pour le monsieur qui est à la caisse, le vendeur ». Et j'ai commencé à rougir, ça me chauffait, à pas être bien, à avoir des angoisses et tout. Et je suis sortie du magasin avec lui et il m'a dit « Écoute, c'est simple, on repart pas tant que t'es pas allé voir ce monsieur et tant que tu lui as pas passé le message. Parce qu'il faut que tu saches ce que ça fait. » Je suis re-rentrée dans le magasin. Monsieur vient me voir, il me dit « Bah alors madame, on a oublié quelque chose ?» Bah oui, j'ai oublié quelque chose. Ça va vous faire bizarre ce que je vais vous dire. Toute gênée, je me souviens, j'en tremblais. J'avais des suées, ça m'émeut quand j'en parle parce que j'ai vu la réaction de ce monsieur et ça m'a libérée. Je lui ai dit « Bah voilà, on se connaît pas. Je reçois des messages des fois qui me sont pas destinés. Et je pense que j'ai un message pour vous. C'est une dame, c'est une figure maternelle qui est là. Et je sais pas si c'est votre mère ou si c'est votre grand-mère, mais elle me dit que en fait, aujourd'hui, de là où elle est, elle vous accepte tel que vous êtes. Et elle s'excuse de pas l'avoir fait avant de partir. Et elle vous remercie pour les roses que vous lui avez déposées. Et en fait, tu vois, rien que d'en reparler, j'ai des frissons. Ce monsieur avait un masque parce que c'était le Covid et en fait j'ai vu ses larmes monter et la buée sur ses lunettes et il m'a dit c'est le Covid, je peux pas vous prendre dans mes bras madame, mais si vous saviez à quel point vous m'avez soulagée parce que c'était vraiment ce dont j'avais besoin. Et il a pleuré, il était hyper ému et voilà, et je suis sortie de là et je sais que ça a été
le premier pas, je me suis sentie libérée. Et c'est à partir de ce message-là que je me suis dit, voilà, je peux être capable. Je me suis souvent posé la question de savoir si je voulais en faire un métier. Mais non. Non, parce que c'est prenant, ça demande énormément de concentration. Peut-être qu'un jour j'y serai amenée, je sais pas. Je trouve ça tellement logique de le faire bénévolement et de le donner avec mon cœur que je me vois pas demander de l'argent pour ça. Enfin, moi perso, je respecte tous ceux qui le font et ils ont raison de le faire, si c'est leur source de revenus évidemment. Mais je me vois pas moi demander ça en fait. Et je reste persuadée qu'on est tous médiums, sans exception. Je suis persuadée que c'est des facultés dont on bénéficie tous. Tu vois, il y a par exemple toi qui chantes sous la douche, et il y a Céline Dion qui remplit Las Vegas pendant des semaines et des semaines, parce qu'elle travaille cette faculté-là, qui est le chant. Moi, c'est la médiumnité. Et donc là, j'ai commencé à vouloir travailler je vais pas dire que c'est un don, parce que pour moi, ça n'en est pas, mais travailler cette faculté. Donc j'ai commencé, je me suis fait une petite carte que j'ai distribuée un peu à des gens en disant voilà, on se connaît pas, j'aimerais développer cette partie-là, donc je peux me tromper, je peux être carrément à côté de la plaque, comme je peux vous dire plein de choses qui vont vous parler, mais j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de m'entraîner, donc est-ce que si vous voulez être mon cobaye, avec grand plaisir. J'avais besoin de le faire, donc je l'ai fait plusieurs fois. Donc ma tante m'a fait rencontrer un de ses amis. Et elle me dit, écoute, si tu veux tester, lui, il est OK pour tester. Donc je me suis retrouvée avec ce monsieur, Patrick. Et voilà, c'est vrai que quand tu le vois, tu te dis, c'est un monsieur qui est très imposant physiquement, qui a le visage assez fermé. En fait, ce rendez-vous, il était important parce que ça allait légitimer, en gros, ma tante allait se dire, voilà, ce qu'elle me dit, c'est vrai. Et en fait, ce monsieur, il était là et j'ai pu parler de son papa. J'ai pu décrire le caractère de son père, qui était quand même assez fort, décrire des périodes de son enfance à lui. Et j'avais une chanson en tête qui revenait, je me souviens de ça. Des mots comme ça qui me viennent, que je connais pas, que je comprends pas. Et je lui dis, voilà, je te dis une bêtise, je te donne un exemple, c'était pas le cas. Mais je dis, mais Tino Rossi. Et c'est un peu ça. Et il me dit, oui, mon père, il écoutait beaucoup Tino Rossi. Enfin, c'était des choses comme ça. Et je lui disais, en fait, il me montre un feu, dessus, il fait chauffer des châtaignes. Ouais, c'est ça, mon père, c'est mon père. T'es en train de décrire mon père, quoi. Je suis restée 1h30 avec lui. Je pense que j'ai atteint mes limites. 1h30, c'était vraiment beaucoup trop pour moi. Il était très content du rendez-vous. Et il a dit à ma tante, oui, elle est médium, il n'y a pas de doute. C'est sûr, c'est une évidence. Elle a pu décrire des phases de mon enfance, des phases de ma vie. Je voyais des choses de sa vie, je voyais des problèmes de dentition de son père, par exemple. Je voyais des choses comme ça. C'est plein de détails qui m'apparaissent. D'ailleurs, si tu veux savoir comment ça se présente à moi, tu vois Brad Pitt, il est pas à côté de moi. Et pourtant, t'arrives à le visualiser. Tu sais pas dire s'il a un grain de beauté sur la joue droite ou sur la joue gauche. Mais pourtant, t'arrives à le visualiser. Et bien, c'est comme ça que ça me vient, en fait. Et c'est comme ça que je visualise les choses. Et je vois, en fait, sur le côté, pareil, dans ma visualisation, comme si un album photo défilait ou des images défilaient et que je voyais des passages d'enfance, un peu comme des photos qui passaient comme ça. Du coup, je décris ces photos. Et en général, quand j'en décris une, il y en a déjà 2 qui sont passées. Donc, c'est un petit peu compliqué de revenir en arrière. Donc, parfois, il y a des petits moments de battement. J'entends aussi, donc j'entends pas comme si on me parlait à l'oreille comme mon père aussi nettement, mais j'entends des voix, j'entendais si la personne a une voix un peu rock, je l'entends, j'entends les rires des fois, donc j'essaye de dire rigole un peu comme ça, des fois s'il y a des accents aussi ça arrive. Donc un peu plus tard en fait j'ai essayé de comprendre comment fonctionnaient les autres médiums, donc je suis allée à une conférence publique d'une médium qui s'appelle Virginie Lefebvre, qui est exceptionnelle. T'as 3 à 4 ans d'attente pour avoir un rendez-vous, mais elle est formidable. Et elle fait des séances de médiumnité publique. Donc on pose des photos, on peut être une centaine dans la salle, on pose des photos et hop, et elle sait, et c'est incroyable. Je rêverais d'avoir ce talent-là, mais bon, ça se travaille, quoi. Et un jour, je suis allée dans une autre conférence publique avec médiumnité publique. Et là, je suis tombée sur des médiums. C'est pas du tout ce qu'on peut appeler des médiums. C'est des gens qui prennent des photos au hasard. Puis elle dit, c'est à qui cette photo? Ah d'accord. Donc c'est vous-même, vous avez perdu votre fils. C'est votre fils, c'est ça? Vous avez perdu votre fils? Ah ouais, parce que il dit, je t'aime, maman chérie. À part qu'en fait, moi j'étais à côté et je regardais ça de loin et je me disais, mais moi j'ai pas ça.
J'ai dit, c'est quoi tous ces bibelots que t'as mis sur ma tombe? Et j'avais envie de la voir, cette dame, à la fin, et de lui dire. Je m'en suis pas sentie capable parce que je me suis dit, est-ce qu'elle est capable d'entendre ça alors qu'elle vient d'entendre un autre discours? Donc je suis partie. Donc j'espère la revoir, cette dame, et pouvoir lui dire ce que j'avais ressenti pour son fils, pardon. Je suis rentrée de cette conférence, j'étais en colère en fait, parce que je me suis dit, mais comment on peut dire si aisément je t'aime maman chérie? Moi, elle a pris la photo de mon père, elle a dit c'est votre papa, il était motard, pas du tout. Il a eu des problèmes, je sens qu'il vomit. Non, pas du tout. Ah, il dit je t'aime ma petite fille chérie. Ah bah non, il m'a jamais appelé ma petite fille chérie, il m'a jamais dit je t'aime toute sa vie. On le savait, mais on se le disait pas. Et non, c'est pas lui quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a des choses, moi, que j'ai du mal à comprendre. C'est cette histoire de couteau suisse. Parce que c'est déjà très dur de gérer une faculté. Donc moi, quand j'entends, je suis médium, je suis guérisseur, et en même temps, je suis tarologue, et en même temps, énergéticien et tout ça, je peux voir l'avenir et tout. En une seule personne, autant de trucs, pour moi, c'est un couteau suisse. Et c'est un peu comme si aujourd'hui, on disait, au fait, je suis boucher, mais en même temps, je vends des pièces auto, et à mes heures perdues, je suis coiffeur. Donc, du coup, j'ai un peu du mal à comprendre ça. Après, ce milieu-là, ça reste quand même un monde qui est assez particulier. Moi, j'y trouve pas ma place. Je la cherche pas non plus, mais j'y trouve pas ma place. Il y a aussi une question d'ego. Les gens sont, c'est moi le meilleur médium, c'est moi machin. Moi, je suis la première à dire je me trompe. C'est d'ailleurs quand je commençais un contact, j'ai dit écoute, je peux me tromper, mais c'est parce que ce que j'interprète, ce qu'on essaye de me faire comprendre et ce que tu peux comprendre, il y a toujours un petit décalage comme dans la vraie vie en fait. Faut bien choisir son médium et que ce soit fait avec en conscience et avec son cœur aussi, que ce soit payant ou pas, c'est pas la question, mais voilà, que ce soit des gens qui fassent pas de cette faculté un business fou. C'est important pour moi d'en parler parce que on est dans une société où on en parle de plus en plus, mais il y a aussi un regard et un jugement sur la médiumnité. Je passe le nombre de fois où on m'a appelée Madame Irma, la sorcière, alors que non, je vois pas des fantômes en drap blanc passer devant mon lit, j'entends pas gratter en dessous de mon lit, je vois pas tout ça. C'est souvent des messages clairs, avec beaucoup d'amour, beaucoup de demandes de pardon, mais c'est vrai que de temps en temps, des signes comme ça peut surprendre, mais c'est le seul moyen de se faire comprendre, quoi. Je fais ça bénévolement pour une question aussi de légitimité et aussi parce que je peux me tromper. Je peux être carrément à côté de la plaque, ça arrive, parce que entre ce que je reçois et ce que j'interprète et ce que la personne attend, il y a toujours un peu un décalage. Parfois pas du tout, et ça c'est cool. Mais de temps en temps, il y a des choses où c'est pas. J'ai des images qui me parlent, qui sont claires, mais ça parle pas forcément à la personne qui est en face de moi. De ce que j'en comprends, sans détenir la vérité, du moins c'est ma vérité, je pense que les gens sont là à soutenir un peu les défunts le temps des funérailles. Après, c'est ce que j'expliquais, l'âme qui disparaît pendant quelques mois, je pense que c'est pour faire un travail. Il y a une sorte de bilan qui est fait et que c'est après que ce bilan soit fait que moi je peux recevoir les contacts et qu'une fois que les messages sont passés, tout le monde est apaisé. Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires et vous ferez vous aussi partie de la Société de Minuit. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.